Et c'est ça aussi pour ça que je fais ce métier. Ce que j'aime bien, c'est aucune journée se ressemble. Et là, vraiment, c'était encore plus le cas sur ce projet-là. Chaque jour, j'étais contente d'aller travailler, quoi. J'y allais avec le sourire. Je me disais, je suis plus sûre de vouloir vraiment être comédienne. Je crois que j'ai juste envie de créer, de faire, de raconter des histoires et de pas être celle qui les incarne, quoi. Et puis c'est vrai que quand je rencontre des gens, on me dit, mais ça, à chaque fois, et tu peux en être sûre, genre, ça consiste en quoi ton métier? Personne ne sait ce que c'est qu'être raciste en réalité. Hello tout le monde, c'est Samuel. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 11e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité veille au bon déroulement d'un tournage, plan de travail, moyens de production, dépouillement et plein d'autres éléments essentiels avant le action. Candice Méchali, bienvenue sur le fauteuil de Ciné Massilia. Merci de m'accueillir. On est ravis en tout cas de t'avoir avec nous pour parler de ce métier méconnu. Mais avant ça, pour commencer cette interview, tu es venu avec 2 objets. Peux-tu nous les présenter? Bien sûr. Alors, je suis venue avec 2 objets. Donc le premier, c'est ça. C'est un élément de décor du premier film que sur lequel j'ai travaillé. Enfin, premier projet sur lequel j'ai travaillé, qui était une série pour Netflix qui s'appelle Transatlantique. D'accord. Et en fait, c'est vraiment tu peux regarder, c'est un bout de papier. Okay. En gros, pour l'histoire, on a tourné une scène sur la digue du Large à Marseille, et du coup, on filmait des déportés juifs qui partaient de Marseille en bateau pour s'enfuir. Et en gros, c'était leur ticket qui devait donner film d'époque du coup qui devait donner à l'entrée du bateau pour pouvoir rentrer dedans. Et j'ai une anecdote de tournage de cette journée-là de tournage que je pourrais te raconter plus tard si tu veux. Bah, je t'écoute maintenant. Ok. Alors, sur ce projet, déjà, faut avoir un peu le contexte. Moi, je suis arrivée sur ce projet, j'étais en stage. Je venais de sortir de l'école, les AIS, du coup, une école de cinéma à Marseille. Donc je devais faire un BTS de 2 ans. Je suis partie au bout de la première année, et du coup, je suis partie travailler, quoi. Et c'est Teddy Laroutis, donc un assistant réal qui était intervenant aux AIS, qui du coup était venu faire une intervention d'1 semaine, qui était second sur ce projet. Et c'est grâce à lui que j'ai atterri sur ce projet-là. D'accord. Et on l'embrasse. Et donc, en fait, cette journée-là a aussi il faut préciser que sur des grosses séries, tu as 2 blocs. Est-ce que tu es familier avec l'histoire Non, mais tu peux nous expliquer aussi pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors, en gros, comme c'est très conséquent et que c'est 6 mois de tournage, souvent, on sépare le tournage en 2. Et donc, il y a une première équipe qui va préparer le premier bloc. Et pendant que le premier bloc tourne, il y a une équipe qui prépare la suite. Et du coup, c'est pas les mêmes équipes. Il y a une sorte de passation et les équipes changent entre le bloc 1 et le bloc 2. Et donc moi, je suis en stage sur le bloc 1 et du coup, il y a une personne qui s'appelle Lily Evers et je pense que si aujourd'hui je fais ce métier, c'est vraiment grâce à cette personne-là qui du coup devait être 3e sur le bloc 2 et est venue à la fin du bloc 1 pour faire une espèce de mini passation. Et du coup, elle est arrivée sur le bloc 2 et du coup, moi, je devais terminer mon stage fin du bloc 1 et c'est elle qui m'a donné ma chance et qui m'a permis de travailler avec elle sur le bloc 2. Et ce jour-là, donc, on a 300 figurants. On a un nombre incalculable de voitures de jeu d'époque. Tout le monde est habillé en époque, tu vois, genre vraiment, enfin, on est à la digue du Large. Il y a des bateaux de jeu, donc il y a pas seulement des véhicules de jeu avec des gendarmes qui devaient arriver, donc un peu cascade, un peu arriver, un peu énervés de voitures. Donc 300 figurants. Des bateaux de jeu, il y en avait peut-être genre 5. Et je ne sais pas ce qui se passe. Donc Lily était seconde dessus et je rappellerai après si tu veux ce que c'est que la hiérarchie de. Oui, on va en parler bien sûr. Mais donc Lily avait donc 300 figurants qu'elle devait donc placer. Et moi j'étais toute neuve dans le métier. J'étais un bébé, genre je venais d'arriver, j'étais un peu 3e. Je commençais à prendre mes marques. Je savais pas trop vraiment. Je connaissais pas le métier par cœur, quoi. Et là, au talkie-walkie, elle est sur un bateau et en fait on ne sait pas ce qui se passe, mais le bateau s'en va. Et en fait elle se retrouve au large et au talkie-walkie elle me dit, je ne sais pas pourquoi, je suis sur ce bateau, je ne devrais pas y être, mais en fait genre là il va falloir que tu m'aides, que tu me remplaces, je te laisse gérer les figurants. Et donc moi je me retrouve à regarder autour de moi, crise de panique, genre crise d'angoisse, à me dire là va falloir que je place 300 figurants, que je fasse arriver 3 voitures de jeu avec des flics qui sont des cascadeurs,
cascadeur mécanique, enfin AVC et comment t'as géré ça du coup? En fait, genre je me souviens, j'étais genre debout, donc elle me dit ça au talkie-walkie, tu sais sur le talkie-walkie, tu peux passer sur plusieurs canaux. Et déjà pour me mettre dans la confidence, pour pas que tout le monde l'entende, elle me dit Candice pour Lily, est-ce que tu peux passer sur la 15? Donc je passe sur la 15 et là elle me dit voilà, je suis sur ce bateau, je ne sais pas pour quelle raison j'y suis, mais il va falloir que tu gères, bon baptême du feu. Bisous. Et de loin, je la vois me faire ça. Et elle repasse sur son canal. Et là, genre, moi, je repasse sur mon canal et en fait, je regarde autour de moi et je vois un mec qui s'appelle Arnaud Delmarle, qui est réalisateur. Et qui est réalisateur, qui a été nommé au César d'ailleurs, si on l'embrasse aussi. Et en gros, je le vois et je me dis waouh, ça a l'air d'être le plus intelligent de tous ceux que je sais pas. Je me suis dit lui, je pense que je peux lui faire confiance. Je ne le connaissais pas. Et je dis prends un deuxième talkie-walkie, toi et moi, on va s'allier main dans la main et on va faire ce qu'on peut. Et du coup, on a réussi à placer tous les figurants, à donner. Enfin, on a vraiment réussi à tout coordonner. Et quand Lily est revenue, elle était en mode alors il reste quoi à faire? Je dis il reste plus rien à faire, c'est bon, on a tout fait. Il y a plus qu'à lancer l'action. Ah ouais, et ça donc, fait un beau point de départ, effectivement. Exactement. Un objet très symbolique. Est-ce que le deuxième objet, il est aussi fort symboliquement? Alors, il est pas fort, mais voilà, le département de la mise en scène, je tiens à m'excuser auprès de la régie, car souvent, nous oublions de vous rendre ces petits boîtiers de talkie-walkie. Et vraiment, c'est vraiment, enfin, quand tu sors de tournage, tu finis toujours par en trouver un au fond de ton sac. Et ça, lui, j'ai jamais dû le rendre. Je sais même plus de quel projet il vient, mais je l'ai retrouvé au fond d'un sac. Et voilà, je tiens à m'excuser. Ouais, effectivement, voilà. Très intéressant. On va parler un peu de l'actualité, puisque récemment, tu as été deuxième assistante pour la série d'Olivier Marchal, Pax Massilia. Deuxième assistante, ça consiste en quoi exactement? Alors, deuxième assistante, c'est en fait t'es genre un peu tu gères tout ce qui est logistique, mais un peu la veille pour le lendemain, en tout cas sur le tournage. Après il y a aussi la dimension de prépa, tu sais, avant de partir en tournage, t'es en prépa. Et en gros vraiment tu chapeautes tout ce qui est hiérarchiquement en dessous, donc les troisièmes, donc eux qui gèrent les acteurs. Enfin, tu t'occupes de faire les feuilles de service aussi quand tu es second. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une feuille de service, c'est un document très important où dessus tu as toutes les informations utiles pour qu'une bonne journée de tournage, qu'une journée de tournage se déroule le mieux possible. C'est toi qui gères la figuration. C'est toi qui aide, qui a un peu le pont entre les troisièmes et le premier, et tu peux aussi être le pont parfois entre la prod et le premier, ou la prod et le réal. Enfin, c'est plus le premier qui le fait, mais grosso merdo, c'est ça. Ouais, on mettra l'accent sur les compétences techniques qu'il faut pour faire ces métiers, sur la communication aussi, la gestion. Mais comment s'est articulée ta collaboration avec Olivier Marchal sur cette série? Quelles images te reviennent? Écoute, donc moi j'ai fait la saison 2 et là on était en tournage pour la saison 3. Je suis arrivée vraiment sur la saison 2 un peu par hasard. En fait, à cette époque-là, je bossais sur Les Lionnes, donc avec Zoé Marchal, du coup la fille d'Olivier. Entre autres, il y avait d'autres acteurs et d'autres actrices, mais en tout cas elle était là et c'est un peu, elle a poussé pour que, je vais t'expliquer. En gros, j'étais sur Les Lionnes et la directrice de casting qui bossait sur Les Lionnes bossait aussi sur Pax Massilia. Et en fait, ils étaient à une semaine du tournage et ils n'arrivaient pas à finir de constituer leur équipe à la mise en scène. Et du coup, il y a cette directrice de casting qui a dit Les Lionnes ça termine bientôt. Et il y a Candice, je travaille avec elle, ça se passe super bien. Prenez-la et voyez dans quelle mesure vous pouvez la débaucher elle fait pas les 5 derniers jours des Lionnes et elle part sur Pax avec vous. Et en gros, du coup, ils m'ont appelé au téléphone et ils ont appelé Zoé pour savoir comment ça se passait du coup sur les Lionnes. Et du coup, j'ai atterri comme ça sur Pax. Et en fait, travailler avec Olivier, c'est génial. Déjà, il a cette qualité d'être très fédérateur, de toujours bosser avec les mêmes équipes. Il est très fidèle à ses équipes, il est très reconnaissant de ses équipes. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Du coup, ça donne vraiment envie de travailler. Puis on travaille toujours dans la bonne humeur. Il est toujours en train de faire des blagues. Enfin, pendant qu'on change de plan, on est en train de s'installer pour un autre plan. Il va être dans la connerie, quoi. On va rigoler, Et puis après, quand par contre faut travailler, on travaille. Et puis il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Et puis tout roule, quoi. Tout file, vraiment. Et quel type d'échange tu peux avoir justement avec lui et même d'ordre général avec les réalisatrices, les réalisateurs avec lesquels tu travailles? Quand tu es second, tu veux dire? Second, oui. Tu vas avoir de la figuration. Tu vas lui demander forcément, puisque c'est toi qui vas les placer, c'est toi qui vas coordonner vraiment comment la figuration va s'articuler en fait dans un plan.
tu vas quand même lui demander ses intentions, tu veux lui dire tu veux quoi, tu veux qu'il y ait beaucoup de monde, tu veux qu'il y ait pas beaucoup de monde, comment est-ce que tu veux que ça s'articule, quoi. Par exemple, dans le travail, ça va être ça. Et après, là, sur Pax Massilia, moi, j'étais pas seule seconde. Donc, sur les gros projets, t'as souvent plusieurs secondes, plusieurs troisièmes. Et tu vas avoir ce qu'on appelle une seconde bureau et une seconde plateau. Seconde bureau, c'est celle qui va faire tous les mails, qui va prévoir toutes les répétitions qu'il faut répéter, qui va s'organiser, qui va être vraiment le lien avec tous les départements et qui va tout chapeauter en termes de logistique. Et puis t'as seconde plateau, celle qui du coup gère tout ce qui est logistique sur le plateau, quoi. Et donc du coup, moi, mes échanges avec Olivier, c'est vraiment juste de vraiment mettre en application ce qu'il veut, quoi. Et puis il y a aussi le premier qui est aussi décisionnaire. Bien sûr. Et ensemble, vous parlez avec le premier, avec le troisième, c'est toujours collaboratif. Ah oui. Même le troisième peut parler avec Olivier. Olivier, il y a pas d'hiérarchie, quoi. Il parle à tout le monde, quoi. Ouais, clairement. On reste sur Netflix puisque tu as évoqué ce projet Les Lyonnes, qui a très bien marché sur la plateforme. Tu dis que c'est une des meilleures expériences que tu as vécues professionnellement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Déjà en termes d'équipe, donc du coup, je retrouvais l'équipe de Transatlantique qui est vraiment mon équipe de cœur, mon équipe un peu c'est la maison, quoi. C'est avec eux que j'ai commencé et puis du coup on travaille juste trop bien ensemble parce que c'est eux qui m'ont formée. Donc je suis vraiment moulée un peu à leur manière de travailler. Donc déjà rien que pour ça, j'avais l'impression d'être en famille tous les jours. Et puis c'était une expérience qui était intense dans le sens où c'était des grosses journées. On travaillait, on faisait souvent des heures supplémentaires. C'était épuisant, mais du coup, dans la fatigue, on était genre tous comme ça. Et j'avoue que j'étais très triste de quitter le projet parce que en fait c'est ça aussi dans le métier, on s'attache, tu vois. Il y a souvent ça à gérer à la fin On se crée une famille. Ouais, exactement. Quand le projet est terminé, tu vas plus les voir tous les jours, donc il y a ce truc de vraiment s'attacher. Et puis les Lyonnes, c'est les actrices, c'est des amours. C'était trop bien de travailler avec elles. On a rigolé, c'était franchement toutes les journées étaient différentes. Il y en a aucune qui se ressemblait. J'avais même pas l'impression d'aller travailler, quoi. J'avais l'impression d'être en colo, quoi. Vraiment. Ouais. Et c'est ça aussi pour ça que je fais ce métier. Ce que j'aime bien, c'est aucune journée se ressemble. Et là, vraiment, c'était encore plus le cas sur ce projet-là. Vraiment, aucune journée se ressemblait. Ouais, vraiment, ça a été vraiment la plus belle expérience pour moi parce que vraiment, chaque jour, j'étais contente d'aller travailler, quoi. J'y allais avec le sourire. Ouais, tu citais Zoé Marchal, il y a aussi Rebecca Marder. J'inviterai toutes celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent à aller voir ton Instagram puisque tu as fait un post par rapport aux Lyonnes et on voit cette ambiance justement des vidéos, des coulisses. Tu aurais une petite anecdote un peu pour nous pour Ciné Massilia ou sur Pax ? Sur Pax. Alors, il y a eu aussi Cimetière Indien pour Canal+. Cimetière Indien, j'ai plus une anecdote marrante sur Cimetière Indien. Cimetière Indien, on m'appelle pour être seconde. C'est un des premiers projets où on m'appelle pour être seconde. Et on m'appelle au pied levé. C'est-à-dire que le projet a déjà commencé et en fait, ils avaient pris 15 secondes. Et comme ils devaient commencer à préparer le bloc 2, ils décident un peu au pied levé de prendre un autre second. Et donc, ils m'appellent et ils me disent, est-ce que t'es dispo pour commencer demain ? Je dis, ouais, carrément. Mais j'ai pas eu de prépa, rien, quoi. Vraiment, je débarque sur un projet assez quand même ambitieux, tu vois. Et du coup, ils me disent on t'envoie la feuille de service, donc la veille pour le lendemain. Et puis on se dit à demain, quoi. Je dis ok, donc je raccroche et tout. Je reçois la feuille de service, je regarde et je vois rôle principal Mouna Swalem. Mouna Swalem, c'est une amie à moi ça fait 10 ans qu'on se connaît. D'accord. Et donc, je regarde la feuille et je me dis, Mouna Swalem, donc on tourne à Marseille. Donc, ça fait 3 semaines qu'elle est à Marseille, elle ne m'a même pas appelée. Donc, je dis, d'accord, très bien. Et donc, je l'appelle pas, je dis rien et tout. Genre, j'arrive le lendemain matin, elle est en train de se faire maquiller. Et en fait, Mouna, dans la série, elle joue, à 30 ans, je crois. Enfin, je crois que c'était 30 ans. Et elle a 50 ans. Donc, en fait, quand elle jouait elle vieille, enfin, le personnage plus vieux, tous les matins, elle avait 5 heures de MFX où il lui mettait des prothèses pour la vieillir et tout. Et donc, ce jour-là où j'arrive, elle est en train de se faire poser les prothèses. Donc, vraiment, elle était complètement immobilisée. Elle peut pas bouger. Vraiment, enfin, c'était rude pour elle, ce tournage. Et j'arrive dans le HMC. Je toque, je fais pardon, excusez-moi, vous êtes Mouna Swalem et vous ne m'appelez pas. Et donc, du coup, on a explosé de rire. Et en fait, on a passé 6 mois à ce projet ensemble et c'était un super souvenir de me dire, j'ai travaillé avec une pote à moi. Elle était comédienne, moi j'étais à la mise en scène. Enfin, c'est génial, quoi.
Effectivement. Donc on parle beaucoup du dialogue avec le réalisateur, que ce soit premier assistant de caméra, seconde ou troisième. Mais concrètement, quelles sont tes responsabilités aussi vis-à-vis des producteurs, puisqu'ils ont une place importante dans un tournage? La responsabilité que tu vas avoir avec le producteur, elle va plus incomber le premier assistant réalisateur. C'est plus lui qui va échanger avec lui. C'est-à-dire que par exemple le premier assistant, lui son vrai rôle c'est c'est de vraiment d'être maître de la montre quoi. C'est-à-dire que si tu n'es pas maître de la montre, tu fais des heures supplémentaires. Donc les techniciens sont payés en heures supplémentaires, la location d'un lieu est payée en heures supplémentaires. Donc en fait, tu perds de l'argent. Donc en fait, plus tu tiens la montre, plus tu permets de faire, je dirais des économies. Et là où vraiment le premier, il bosse avec le producteur, c'est même en prépa, tu vois, genre. Par exemple, quand le premier va faire le plan de travail, le producteur il peut te dire moi je préfère que ça rentre en temps de jour. Enfin, c'est plus un échange genre sur les possibilités de ce qui peut être fait pour le projet. Le premier il récupère le scénario, il en fait un plan de travail, il en discute avec le producteur, il voit si ça fonctionne et puis voilà quoi. Bien sûr, chacun a sa spécificité. C'est ce qui est intéressant. Toi, tu seras prochainement première assistante. Tu m'en parleras en fin d'interview dans le tour d'horizon des prochains projets. Mais première assistante mise en scène, tu l'as fait pour des pubs, des clips, des courts-métrages. Qu'est-ce qu'on te demande concrètement pour ce type de projet? C'est pareil que pour de la fiction? C'est exactement la même chose, mais vraiment en plus miniature, quoi. Tu vois. Tu vas récupérer le scénario, tu vas faire le plan de travail, tu vas main dans la main essayer de construire et de mettre en œuvre une logistique avec le directeur de production et le régisseur général. Et puis voilà, en gros, tu as plus la responsabilité de faire le plan de travail. Et si par exemple, tu es sur un projet où il y a de la cascade, faire des répétitions en amont de cascade, prendre rendez-vous, organiser les rendez-vous d'essayage costume, d'essayage maquillage s'il y en a, d'essayage coiffure s'il y en a. Je sais pas s'il y a une scène, prendre rendez-vous avec la coordinatrice d'intimité. D'ailleurs, ça c'est un poste qui est de plus en plus présent et c'est une super chose et voilà. Mais en fait, c'est vraiment prendre rendez-vous en amont dans la prépa de tout ce qui va te permettre que les jours des tournages ce soit d'une fluidité implacable. Ouais, beaucoup de choses se jouent dans ce travail en amont, effectivement. Exactement. T'as beaucoup la prépa, c'est le plus important, quoi. Ouais. Et comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir gérer tout ça, justement? Parce qu'il faut penser à tellement de choses. Tu fais des drives, tu fais des to-do list, tu fais des boucles de mails, tu vas avoir une boucle de mail avec le HMC, une boucle de mail avec la déco, mais vraiment, oui, c'est drive, et puis oui, dans ton plan de travail, tu vas avoir ce qu'on appelle une grille, et du coup, mettre tout ça à jour tout le temps, quoi. Et c'est comme ça que tu arrives un peu à garder le fil, mais c'est vrai que ça fait des nœuds au cerveau la plupart du temps. Ouais, j'imagine. Et un plan de travail, exactement, ça ressemble à quoi? Tu as plusieurs sortes de plans de travail. Tu vas avoir un plan de travail baguette, ce qu'on appelle. Donc vraiment, c'est par jour, tu vas avoir la journée et puis les séquences que tu vas tourner. Dans les baguettes, tu as tout ce qui est un peu dépouillement, tu vois. Tu vas avoir les rôles, les décors, la figuration s'il y en a, silhouette s'il y en a, accessoires, vraiment le plus d'infos possible. Donc ça te permet d'y voir clair, journée par journée. Et après, tu vas avoir une plan de travail gris, donc ça c'est vraiment ça pique les yeux quand tu le vois. Souvent tu les imprimes en A3 et tu les plaques contre les murs. Et en gros c'est des grilles où par exemple tu vas avoir sur le premier tableau tu vas avoir une séquence et puis sur l'autre côté tu vas avoir genre les rôles, les véhicules de jeu, les silhouettes. Tu vois, genre tout le dépouillement. Et en fait, il y a une croix à chaque fois qui correspond à quel jour tu as besoin de ce rôle sur telle séquence. Ça, c'est vraiment... c'est passionnant. Il y a avec une règle et tout. Ah oui. Tu vois, genre, oui. Ah, je suis sûr que les gens qui nous écoutent se régalent et sont intéressés par cet aspect parce que ce côté organisationnel est vraiment précieux. T'as le souvenir comme ça, là, parmi tous les projets que t'as fait, d'un où tu t'as donné un peu du fil à retordre? C'était plus compliqué que les autres? Ouais, j'ai fait je pense, un des premiers projets où j'ai travaillé comme première, c'est un court-métrage qui s'appelle Guerre chaude de Raphaël Watik et on l'a tourné à Martigues et on avait pas un budget astronomique mais un petit budget et en fait fallait vraiment rentrer des carrés dans des ronds dans des carrés. C'était honnêtement ça reste aussi une super expérience. On a fait un incendie dans un hangar.
On était jeunes, on a fait ça, on était jeunes, mais bon, c'était encadré, on avait un artificier, on avait des pompiers. Et lui, pour le coup, ça a été... On a commencé la prépa, juste Rafi et moi, on était que tous les deux. On s'est fait 2 mois de prépa que tous les deux. Et ensuite, on a fait venir un régisseur général, mais quand il est arrivé, on avait déjà tout décortiqué, tout était plus ou moins prêt. Il y avait juste la location de matériel et vraiment faire valider faire signer les conventions pour les locations de lieux. Mais lui, ça a été une... Waouh! Vraiment, je suis sortie de ce projet, je pense que j'ai dû dormir 1 semaine. Vraiment, je n'arrivais même plus à penser. Ouais. À force de côtoyer tous ces metteurs en scène, est-ce que ça te donne envie de toi aussi être derrière la caméra un jour, d'être réalisatrice? Ouais, j'aimerais bien. Mais en fait, à la base de la base, moi, j'ai commencé à faire une école de cinéma parce que je voulais réaliser, c'est parti de là. J'ai fait une école de cinéma et puis je me suis dit... En fait, si tu veux, il y a eu le Covid. Mais j'ai eu mon bac et moi, je suis allée faire les cours Florent à Paris. Donc vraiment, je savais pas vraiment, et j'avais une fac de lettres, théâtre. Je savais que j'avais toujours fait du théâtre. Je savais que je voulais un peu m'orienter vers là, mais j'étais pas vraiment sûre. Donc j'ai fait les cours Florent. J'ai fait les 3 ans des cours Florent. Après, j'ai travaillé comme comédienne pendant genre 5 ou 8 ans, entre 5 et 8 ans. D'accord. Et après, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, je me disais, je suis plus sûre de vouloir vraiment être comédienne. Je crois que j'ai juste envie de créer, de faire, de raconter des histoires et de pas être celle qui les incarne, quoi. Et du coup, on est sorti du Covid et je me suis dit, bon, je vais faire une école puisque de toute façon, je peux pas arriver comme ça. Bonjour, je veux réaliser. Et donc, j'ai fait cette école. Ça m'a plu. Teddy Laroutis, assistant réal, est venu faire une intervention. Je me suis dit, en fait, je savais pas ce que je voulais faire jusqu'à ce que je vois Teddy Laroutis qui nous parle de son métier et je me dis ok, c'est ça que je veux faire. Et en fait je pense qu'il fallait aussi que j'ai tous les tenants et les aboutissants avant de vouloir le faire, de savoir vraiment comment les choses fonctionnaient. Maintenant je sais, ça va, mais du coup oui, j'adorerais, c'est un peu le but, mais je pense que l'occasion, ou enfin tu vois, après j'ai plein d'histoires qui dorment dans mon ordinateur et j'ai pas encore le courage de les sortir et de me dire ok, vas-y, faisons quelque chose, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que donc au départ tu commences dans le milieu du cinéma en tant que comédienne. Est-ce que déjà en tant que comédienne tu observais tous les techniciens, tu discutais avec eux, ça t'intéressait? À l'époque j'avais tourné dans une série pour TF1, je sais plus, oui TF1 je crois que c'était. Et il y avait la 3e assistante réal qui s'appelle Hélène Robert qui était sur ce projet-là. Et en fait on est restés en contact parce qu'on s'est super bien entendu. Et aujourd'hui elle est seconde et ce serait très rigolo pour moi de travailler avec elle en tant qu'assistante réal. Ce serait fou. Du coup, la comédie, tu l'as mis derrière toi, là? Ouais. Définitivement. Définitivement. Ça me manque pas, tu vois. Genre, souvent, on me demande, quand je travaille, on me dit, mais ça te manque pas quand tu vois les acteurs jouer et tout, ça me manque pas. Je suis contente d'être là où je suis. Donc après, à l'école, qu'est-ce que tu apprends concrètement? Il y a la théorie, j'imagine, mais à un moment donné, on a envie d'être sur les plateaux et de mettre en pratique. Ouais, c'est ça. À l'école, moi, j'avais fait donc un BTS en production, donc t'apprends vraiment à faire du plan de travail. T'apprends tout un peu les rouages et à quoi correspond chaque département, tu vois, vraiment quel est leur rôle sur un tournage en amont et pendant et après. Et après, oui, je suis arrivée quand j'ai fini ma première année et que Teddy m'a appelée et m'a dit tu veux faire un stage sur Transatlantique, j'étais en mode oui, je veux travailler. Puis moi, j'ai repris les études tard, du coup. J'ai repris les études, j'avais 27 ans. D'accord. J'étais aussi qu'avec des gens de 18 ans, donc il y avait un vrai décalage, tu vois. Genre, moi, j'étais prête à bosser. J'avais juste besoin du coup de pouce, je pense, et les AIS m'ont donné ce coup de pouce. Mais oui, je voulais juste ça, être sur un plateau et travailler et m'amuser, parce qu'en fait, il y a cette dimension, quand je vais travailler, je n'ai pas l'impression d'aller travailler tellement j'adore ce métier, quoi. Ouais, effectivement, c'est un bon sentiment, ça. Ouais, ça fait toujours... à cultiver. Est-ce que toutes ces expériences, donc ça, je te posais déjà la question, on va bientôt entrer dans le climax de cette interview, mais avant ça, comment t'expliques que ton métier n'est pas assez reconnu du grand public, par exemple? On n'en parle jamais. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais je sais pas comment on pourrait faire en sorte d'avoir des distinctions pour les premiers assistants réels. Comme je te disais, tu peux pas prendre un film et dire on va se baser sur un plan de travail, ça a pas de sens vraiment. Mais oui, c'est vrai que c'est pas, on a un peu un métier de l'ombre, personne sait. Et puis c'est vrai que quand je rencontre des gens, on me dit mais ça, à chaque fois, et tu peux en être sûr, ça consiste en quoi ton métier? Personne sait ce que c'est qu'être assistant réel. C'est pas être l'assistant du réalisateur et apporter des cafés, tu vois. Il y en a qui le pensent vraiment, ça? Il y en a qui l'ont pensé, ouais. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise mais c'est quoi ton métier? Juste t'assistes le réalisateur, tu lui apportes des cafés, pardon.
pas du tout. Mais donc du coup, oui, c'est vrai que les gens sont pas trop au courant de ce que c'est que ce métier. Et je sais pas comment on pourrait faire pour faire en sorte que ce soit, j'ai pas le mot, mais un peu plus... Oui, le démocratiser, lui donner une visibilité, voilà. ça passe par le podcast Cinéma Cilia, tout simplement. Bah voilà, bravo de faire ça, bravo à vous. Donc je sais que tu as aussi des origines outre-Atlantique, que tu as fait des projets en France, mais pour les États-Unis. Les États-Unis, ça t'intéresserait d'y travailler? Ouais. Grave, j'adorerais. Bah, c'est marrant parce que le premier projet que j'ai fait, donc projet américain qui vient se tourner en France, bah tu découvres, tu te rends compte qu'en fait ils ont pas exactement la même manière En tout cas, tu vois, on parlait tout à l'heure de quelle mission à la hiérarchie de assistant réal. Donc le premier à cette mission-là, le second à cette mission-là, troisième à cette mission-là. Et en fait, il y a un peu un échange de missions entre le second et le troisième. Genre nous en France, c'est une mission par exemple placer la figuration, ça va être le second qui va le faire. Et ben là-bas ça va être le troisième par exemple, tu vois, genre t'as plein de différences et donc vraiment par contre cette rigueur vraiment ça file chacun à sa mission. Il y a même plus de techniciens, il y a plus de postes là-bas que chez nous, tu vois. Par exemple le blocage, quand tu dois bloquer une rue, bah sur certains projets ça va être en France ça va être la régie et la mise en scène qui vont le faire. Là-bas tu as une armée de bloqueurs, ça s'appelle des lock-off. C'est eux qui vont, c'est leur poste. Ils sont là pour bloquer. Ils ont été embauchés pour bloquer. Enfin, chacun a sa mission. La régie, là-bas, c'est divisé en 3 postes. T'as les facilities, j'oublie les 2 autres, mais genre, en gros, voilà, ils sont répartis, comme ça. Et donc, oui, j'adorerais bosser avec eux. Enfin, franchement, même si le stress du métier est un peu plus accentué, en off, tu me parlais un peu de certains chiffres accablants sur ce métier-là. Ça te fait pas peur, ça? Si, franchement, si, t'as envie de vivre, oui. Donc oui. C'est vrai que je te disais tout à l'heure en off que là-bas, ils ont pas trop de limites d'heures supplémentaires, quoi. Ils s'arrêtent, enfin, c'est pas aussi conventionné que chez nous, quoi. C'est, nous, après, t'es dans l'illégalité. Eux, pas trop, juste ils payent plus les heures, quoi. Mais oui, que la date de survie d'un assistant réel, c'est une soixantaine d'années là-bas, quoi. Donc oui, en fait, j'aimerais le faire pour l'expérience, tu vois. Et puis on verra. Candice, on entre dans le climax de cette interview. Je te propose un tour d'horizon de tes prochains projets. De quoi tu peux me parler? Je vais être première sur un projet, normalement, si tout se passe bien. J'ai déjà fait une étude de plan de travail, donc c'est ce que tu fais avant de commencer à bosser vraiment la vraie prépa du projet. Tu fais une étude de plan de travail et puis comme ça permet à la production de faire un devis, tout ça. J'ai déjà commencé à faire une étude de plan de travail pour un projet qui va se tourner en France. À Paris, globalement. Et voilà, je sais pas si je peux en parler plus, donc je préfère pas prendre le risque, mais ouais, voilà. En suivant en tout cas tes nouvelles aventures de près, Candice, 3 questions maintenant pour te découvrir autrement. T'es prête? Ouais, je suis prête. Ton moment le plus stressant vécu sur un plateau? C'est le moment dont je te parlais tout à l'heure à la digue du Large sur Transatlantique. Je pense que c'est un des plus stressants. En plus, on était plein été, full cagnard. Je crois que j'ai perdu des litres de ce jour. Ah ouais, c'était vraiment un moment stressant parce que j'avais l'impression, moi je venais de commencer, donc je voulais bien faire, tu vois, et donc je me suis vraiment mis la pression. Il faut elle est partie sur ce bateau, certes, mais elle m'a demandé de faire quelque chose, donc je vais faire le mieux possible pour que ce soit bien fait, quoi. Est-ce que tu es aussi bien organisée dans la vie que sur un tournage? Non, pas du tout. Je suis une catastrophe administrative. J'ai pas honte de le dire. Vraiment, je suis catastrophique. Donc non, c'est pour ça que je me dis parfois ce serait bien que j'ai une déformation professionnelle dans ma vie, que je sois organisée un plan de travail de ma vie. Mais c'est vrai, il faudrait que j'y pense. T'as raison. Mais non, c'est catastrophique. Et au fond, pourquoi tu fais ce métier? Parce que je trouve ça, comme je te disais, je trouve aucune journée se ressemble. Tu vis des choses différentes que tu vivrais pas dans ta vie. Je crois que je suis aussi un peu hyperactive, donc je pourrais pas être derrière un bureau, tu vois, toute la journée. J'y arriverais pas. Je crois que j'ai besoin de bouger, et je crois que c'est le métier le plus adapté à ma manière de fonctionner. La vocation est trouvée. La vocation est trouvée, ouais. Eh ben écoute, belle et longue route, en tout cas cette belle vocation. Merci Candice d'avoir été la 11e invitée de Cinéma Cilia. Je vais te décrocher notre logo pour y apposer ta griffe. Allez. Hop. Donc un petit mot, une inspiration en souvenir de notre échange. Magnifique. Merci à vous.
Une trace indélébile de ton passage sur le plateau de Ciné Massilia. Un grand merci à toi. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce 11e numéro de Ciné Massilia. Gardez toujours ce réflexe de vous abonner, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre les prochaines aventures et les prochains numéros. À bientôt.